Marché public, il ne fait plus bon de tricher dans les dossiers au Bénin. L'ARMP, le gendarme sanctionne, mais aguerrit aussi. À suivre, les échos d'une session qui est claire sur les pièges de corruption à éviter. Journée sans téléphone portable, utopie diront les accros et utilisateurs pour qui le bidule de communication est devenu un outil professionnel indispensable, mais la cure de désintox est bien possible, prêtez attention. Bienvenue à ce journal. Marché public, il ne fait plus bon de tricher dans les dossiers au Bénin. L'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, le gendarme sanctionne les moutons noirs, mais aguerrit aussi à travers des séries de formations pour instruire les acteurs de la chaîne des marchés publics et bien sûr sur les procédures et les bonnes pratiques, notamment celles qui évitent de tomber dans les pièges de la corruption. La formation dédiée a démarré ce jour à Cotonou et pourrait s'étendre à tous les autres départements. On suit le reportage. Si la commande publique doit viser la meilleure performance possible en termes de coûts et de services, jusqu'aujourd'hui, elle est régulièrement montrée du doigt pour son inefficacité. Voici qui démarre une formation qui vise l'amélioration et la promotion des bonnes pratiques dans la passation des marchés publics. Formation des acteurs d'un système reconnu comme levier indispensable pour la bonne gouvernance. Nous avons l'obligation de résister à toute forme de tentative de corruption. Parce qu'il est révélé, divers experts l'ont dit, que le système de passation des marchés publics est le maillon le plus faible dans la lutte contre la corruption. Or, il n'y a pas de bonne gouvernance des deniers publics s'il n'y a pas de lutte contre la corruption. C'est cette lutte contre la corruption et contre l'impunité qui permet aux acteurs, aux opérateurs économiques, nationaux comme internationaux, d'être à l'aise pour investir dans le pays. Et ce sont ces investissements dans le pays qui permettront effectivement l'accroissement, donc, n'est-ce pas, de notre productivité, l'accroissement, donc, n'est-ce pas, de la capacité de donner de l'emploi, donc, n'est-ce pas, en fait, aux jeunes. Cette session de formation initiée est aussi l'occasion choisie pour la vulgarisation des documents types actualisés du secteur. C'est vraiment une bonne occasion pour nous de mettre tous les acteurs de la chaîne de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics au parfum de tous les documents types actualisés des marchés publics afin que ces derniers puissent véritablement se retrouver dans l'application de la loi portant code des marchés publics. La loi votée en 2020 est déjà en vigueur. Nous sommes dans un système aujourd'hui où le professionnalisme est de rigueur, ce n'est plus un choix aujourd'hui. Un engagement qui pourrait impacter de façon significative la vie de l'administration publique pour plus de transparence. Des pratiques malsaines dans les marchés publics à contrer vers celles qui se développent sur Internet. Des clés pour sécuriser les enfants, cyberharcèlement, fake news, images impropres à la vue, arnaques sur les réseaux sociaux. Les risques sur Internet ont plusieurs visages. Et le cyberespace n'est malheureusement pas réservé uniquement aux adultes. Comment éviter donc aux enfants d'être victimes de ces différents phénomènes dans un monde où le numérique devient de plus en plus justement dominant, prédominant? Ce reportage nous en dit long. Suivant. Roméo est un spécialiste de la cybersécurité. Cet administrateur réseau et système informatique partage avec nous ce matin une histoire des plus choquantes. Il y a une jeune fille qui a son compte Facebook et elle est là sur les réseaux sociaux et tout. Et elle a reçu une demande d'invitation d'un ami virtuel qu'elle ne connaissait pas. Elle a accepté et ils ont commencé à échanger. Cet ami-là lui a fait croire qu'il était aux États-Unis, qu'il était un étudiant et tout. La jeune fille était au collège ici. Malheureusement, le fameux américain, c'est juste un béninois qui est dans une ville du sud du Bénin. Et petit à petit, ce cybercriminel-là, on va l'appeler comme ça, ce cyberdélinquant, a appâté cette jeune fille et lui a demandé de lui envoyer des photos de ses parties intimes et ils se sont filmés et tout. Et après, ça a servi de chantage contre cette fille-là. Ça a été un choc émotionnel. Et la jeune fille n'a pas pu surmonter ce choc avec facilité. L'exposition des enfants aux outils numériques fait de plus en plus de la cybersécurité un enjeu de société très important. Les enfants connectés sont aujourd'hui conscients des dangers encourus sur la toile. Je sais que ce n'est pas toutes les informations qui passent sur Internet là qui sont vraies. Il y a des vieux qui écrivent à des enfants de moins de 7 ans et couchent avec eux
pour leur donner de l'argent. Et des escrocs pas possibles de tous gens qui sont sur l'internet. D'autres, on les envoie des vidéos qui ne sont même pas de leur âge. Si Internet, les gens auxquels on est livré, on a la débauche sexuelle, les influenceurs, les amis sur les amis. On constate même à 6 ans, cet enfant a de leur ordinateur, tablette, smartphone, tout à sa disposition. C'est un peu la faute des parents, c'est pas aux enfants. Les enfants, ils prennent seulement ce qu'on leur donne. Et si la faute est aux parents, comment réussir à éviter aux moins jeunes les contenus choquants et les mauvaises rencontres sur Internet? Pour le spécialiste, la solution n'est pas de les priver des outils numériques. Aujourd'hui, il y a des paramètres au niveau des antivirus qui exigent le contrôle parental. Il y a aussi des moteurs de recherche qu'on peut suggérer aux parents et vous installez ces moteurs de recherche-là sur les supports de vos enfants. Cela leur éviterait d'aller de façon impromptue sur des sites qui ne les avantageraient pas. Entre autres, il y a Kiddle qui est un moteur de recherche, un peu comme Google. Vous allez dans Google, vous téléchargez puis vous l'installez sur leur espace d'environnement. Nous allons aussi privilégier l'installation des antivirus. À l'heure du tout numérique et des réseaux sociaux, il faut aussi privilégier le dialogue, discuter avec les enfants pour une bonne éducation numérique. Oui, les adultes aussi méritent d'avoir une très bonne éducation justement sur la protection sur l'espace numérique. Et si on évoluait entre les dispositifs justement qui offrent cette sécurisation de la cybersécurité à la cyberdéfense, deux mots, deux concepts presque identiques mais qui ont pourtant des significations bien différentes. Invité sur le plateau de l'émission CREA, l'expert international en cybersécurité Abdel Farid Allé nous édifie sur le sujet. Suivons-le. Dans cyberdéfense, on entend défense, donc qui dit cyberdéfense veut parler de moyens à mettre en place pour assurer sa défense. Tout simplement. Tout simplement, c'est ce qu'il faut retenir. D'accord. Voilà. Et quand on parle de cybersécurité, on voit plus au sens très très large, dans le sens où aujourd'hui en fait les actifs sont connectés un peu partout, accessibles à tout le monde. On ouvre nos systèmes d'information aux partenaires, aux prestataires, à d'autres services. Ça engendre différents risques, voilà, avec différentes possibilités d'intrusion. Et il faut être vigilant dessus pour travailler et mettre en place des mécanismes de défense, d'où la cyberdéfense qui intervient pour aider à mettre en place les bons mécanismes. D'où l'importance, je pense, de réfléchir sur ce que je vais appeler une réserve citoyenne cyberdéfense. C'est quoi? C'est des jeunes bénévoles, un béninois qui peuvent être recrutés, formés à la cybersécurité, à la cyberdéfense, et qui pourront être mobilisés le jour où les services étatiques sont attaqués. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une équipe qui est ce qu'elle est, voilà, qui gère son entretien quotidien, et c'est important aussi d'avoir aussi une réserve de personnes bénévoles du domaine, voilà, qui peut être appelée demain pour aider l'État à se défendre, à remonter peut-être des systèmes de services si jamais malheureusement on est victime de cyberattaques. Voilà. Et pour y voir bien clair, prenez le rendez-vous de l'émission CREA sur la cybersécurité, c'est demain mardi à 22h. Une question toujours dans l'espace du numérique, mais de cet outil désormais devenu inséparable de l'homme. Pensez-vous pouvoir rester une seule journée sans votre téléphone portable? Eh bien, beaucoup diront certainement non, tant le téléphone est devenu un compagnon indispensable aussi bien pour les usages privés que professionnels. Et pourtant, des experts estiment qu'une journée sans téléphone portable, c'est bien possible. Et si on écoutait le citoyen ordinaire se prononcer également sur cette question? Rebecca Kendiaoundé, Ariel Metaou ont sillonné les villes de Cotonou et Calavi pour recueillir quelques avis de monsieur et madame tout le monde. Suivons. Une journée même sans connexion, vraiment je serais bizarre. Face à notre caméra, Angélus est sans langue de bois. Et tout comme lui, les citoyens rencontrés à Abomey-Calavi et Cotonou sont aussi catégoriques. Une journée sans téléphone portable, c'est trop leur demander. Moi, je suis particulier, donc c'est pas mon téléphone, on m'appelle pour dire viens travailler, par exemple, je vais. Aujourd'hui, le téléphone portable a pris une place vraiment très importante dans le quotidien de chacun, aussi bien pour travailler, pour se distraire, pour beaucoup de choses. Donc je pense qu'une journée sans ça, ce serait un très gros sacrifice. Un gros sacrifice
que Fred n'est surtout pas prêt à faire, du moins pas pour le moment. Dans le même temps, certains se trouvent capables de lâcher leur smartphone toute une journée et même plus longtemps. Particulièrement, moi je le fais. Peut-être je dépose le portable, là je suis sorti. Peut-être j'ai pris par des préoccupations. Presque dans la journée, les tard, je suis venu voir peut-être si les gens m'appellent. Selon les statistiques issues du rapport digital 2020 de Ouillard Social sur le mobile, en janvier 2020, on comptait 5,19 milliards d'utilisateurs de téléphones dans le monde, ce qui représente 67% de la population de la planète. Le nombre d'utilisateurs mobiles a augmenté de 2,4% entre janvier 2019 et janvier 2020. Des chiffres qui illustrent le taux de pénétration du téléphone mobile en tant que moyen de communication. Les raisons en sont multiples. Les plus répandues restent le télétravail et le e-commerce. Ça vous permet de gérer vos entreprises en ligne si vous êtes entrepreneur. Ça vous permet de proposer vos offres de services, assistant en entreprise ou assistant pour un entrepreneur. Mais pour Ayodele, rien n'est impossible. On peut tolérer une journée sans son téléphone portable en adoptant une autre méthode. C'est de trouver des moments dans la journée où on se déconnecte de son téléphone, on prend un bouquin, on lit 2 ou 3 pages par jour. Ça nous permet également de mieux nous édifier parce que n'oublions pas, à force de garder très souvent nos yeux sur le téléphone portable, ça peut agir sur notre vue et nous créer des céphalées ou de la migraine. 7 février, journée mondiale sans téléphone portable. L'idée derrière est d'amener le public à réfléchir à l'usage qu'il fait des téléphones portables, mais surtout l'amener à s'ouvrir à d'autres solutions en lieu et place des smartphones. Déconnectons-nous un moment du téléphone portable pour nous pencher sur le bon vieux livre. Justement, une année scolaire, c'est un temps empli par la fréquentation de plusieurs ouvrages, autant chez les enseignants que chez les apprenants. Mais quels sont les critères de choix de ces livres entre manuels de cours, manuels d'exercice et romans? Dans l'élément qui va suivre, Jean-Claude James, Ariel Metao et Rebecca Kendiaoundé nous retracent le circuit du choix d'un livre au programme suivant. J'ai lu le livre Le Paille Noir, Yémi ou le miracle de l'amour. Le grand Abégaï. J'ai eu à lire le livre Pourquoi le bouc sent mauvais en 6e. Ils ont tous lu un livre et exploité plusieurs autres dans diverses matières. Mais aucun d'eux ne peut dire comment ces ouvrages ont été retenus pour servir de support d'enseignement. Les inspecteurs se réunissent et ils font un conclave. Donc quand nous finissons notre conclave, nous laissons notre chef de groupe spécialisé décider de la suite. Et c'est quoi la décision? Il fait le rapport, il en fait part à notre inspecteur général et le reste c'est envoyé au ministère. Sans l'aval du ministère, personne ne peut publier un ouvrage au programme. Dans une liste non exhaustive, on retrouve entre autres Un piège sans fin, Le gond à bégayer, L'arbre fétiche, La secrétaire particulière, Le lion et la perle, Les bouts de bois de Dieu, Les tresseurs de cordes, Le cercle des tropiques, Sous l'orage, L'enfant et la rivière, Une si longue lettre et j'en oublie. Qu'il soit d'un auteur béninois ou étranger, plusieurs critères motivent leur choix. Critères de scientificité. Le contenu, est-ce que ça répond aux caractéristiques voulues par l'école, par les autorités? Il faut préserver, disons, l'éthique. Il faut que ça serve l'intérêt des élèves. Il faut que ça soit accessible du point de vue du coût. Et il faudrait quand même que ça puisse recevoir l'assentiment des parents d'élèves. Les livres, une mine de connaissances de plus en plus délaissée par la majorité des Béninois au profit des réseaux sociaux. Conséquence, le niveau du français baisse de jour en jour. On change de registre avec cette annonce présidentielle, mandat hautement social. Le chef de l'État en a donné l'assurance et les différentes réformes inscrites dans le PAG2 en relation justement avec le secteur social précisent l'intention. Plusieurs projets sont prévus à cet effet. On va suivre le PAG2 volet social pour fixer les esprits et suivre le cap indiqué. C'est à travers un sujet signé
FIFA Salomé Atadeji. Avec un quinquennat 2021-2026 hautement social, plus de répit pour l'ANPS. Désormais, l'Agence nationale de protection sociale est placée au cœur de la politique de l'État. Pour réussir à protéger les plus démunis et réduire la précarité, le projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche, initié lors du quinquennat 2016-2021, va suivre son cours. La mise en œuvre et le déploiement des 4 volets de l'Arche va se poursuivre. L'assurance maladie, dont la généralisation a déjà commencé, va se déployer à travers tous les départements, toutes les localités, pour assurer des soins de santé à moins de coût, voire gratuits pour les pauvres extrêmes, mais à moins de coût donc pour les populations pauvres. Et pareil par rapport au secteur de l'artisanat. Depuis 2016, le gouvernement de Patrice Talon prend de nombreuses dispositions pour venir à bout de la marginalisation des personnes vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les personnes handicapées. Désormais, les femmes vont avoir accès à des microcrédits plus consistants. Nous avions 30 à 50 000 francs CFA. Nous passons à la barre de 100 000 francs CFA pour permettre aux femmes de pouvoir répondre à leurs besoins en termes de financement pour les petites activités génératrices de revenus. Et nous passons au projet de modernisation des espaces publics de protection sociale. Nous avons 85 centres de promotion sociale répandus sur le territoire, ce qui constitue une maille très forte, où travaillent les assistants sociaux. Nous avons donc d'autres projets comme le projet SWED pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Le volet social du PAG2 ne prend pas en compte uniquement les personnes vulnérables. Toute la population béninoise est visée. En témoigne la revalorisation annoncée des salaires. En somme, 6 projets phares pour un budget total de 351 milliards de francs CFA. Un montant qui ne trahit pas la forte détermination du gouvernement de Patrice Talon à rendre effectif le social au cours de ce deuxième quinquennat. On va parler à présent environnement. C'est dans l'air du temps. C'est un vent du sud-est chaud le jour, froid la nuit. Il est sec et le plus souvent chargé de poussière. Ces dernières années, ce vent souffle pendant une brève période, mais cette année particulièrement, l'armatan, puisque c'est de lui qu'il s'agit, semble interminable. Pourquoi cette prolongation? Élément de réponse avec Placide Clédio, il est climatologue. C'est un vent qui souffle du continent vers la mer. Et ça quitte vraiment le Sahara, ça quitte la région désertique et ça souffle vers la mer, ce qui fait que c'est chargé de poussière. C'est pourquoi, au temps d'Harmattan, vous avez les maladies des voies respiratoires qui se déclenchent souvent pendant cette période-là. Au même moment, vous avez un courant de vent qui quitte la mer et qui remonte vers les continents. Mais dans cette période-là où on a fini avec la petite saison pluvieuse, ce coup de vent n'a pas assez de force pour pouvoir dominer le vent qui quitte le continent. La rencontre entre ces deux forces-là, le vent qui quitte le continent, le désert, et le vent qui quitte la mer, la rencontre entre les deux, c'est ça qu'on appelle le front intertropical. Donc c'est en fonction du mouvement du front que nous avons, l'harmattan au sud ou bien au nord, si ça ne se concentre pas. Donc si le front est descendu vers le sud, nous ressentons l'harmattan. Si le front est remonté vers le nord, il y aura harmattan bien sûr, mais ça va se concentrer seulement au nord du pays et on ne ressent pas au sud. Et ça va rester un peu, nous sommes en février, ça va rester peut-être jusqu'à la fin, avant de partir. Et souvent, ce qu'on a remarqué, avant de partir, il y a souvent une pluie. Et cette pluie-là enclenche ou bien signale la fin de cette période d'harmattan et on commence avec la chaleur.
On change d'environnement et on entre dans l'univers culturel avec ce titre « Nous étions assis sur le rivage du monde ». C'est le titre d'une œuvre dramaturgique de José Plia, mise en scène par des comédiens sociétaires de l'École internationale du théâtre du Bénin, dans un décor qui invite au large sur le front de mer à Tobin. À la première représentation, des spectateurs nommés Patrick Diossou, Petroni Lokoso. Voici leur compte rendu. Nous étions assis sur le rivage du monde. Tel est le titre du test de José Plia, présenté ici au studio théâtre de l'EITB, l'École internationale de théâtre du Bénin, dirigée par Aloubine Dine. À la mise en scène de cette pièce représentée, Nathalie Ronvoy-Ekpe. On avait fait une lecture spectacle de ça en 2008. Ensuite, il y a quelques mois, le directeur de l'EITB, Aladji, m'appelle et me propose de faire la mise en scène. Donc je n'ai pas hésité un seul instant, j'avais envie de revisiter ça, de pouvoir l'interpréter moi-même. À la scénographie, Achille Sénifa. Quand Achille dit son nom au Burkina Faso, ils sont fâchés. Ils ne sont pas fâchés, ils s'éclatent de rire. À la régie, Abdoul Babanama, assisté par Douriat Dansou. À l'interprétation, Casimir Agla. C'est un marais ou un requin? Nicole Ouida. Explique-lui. Bardol Migan. Qu'est-ce que vous cherchez? Je vous ai déjà répondu. Sidouane Agua. Il fait chaud. Je vais prendre un bain. Un bain? N'y songez même pas. À la musique, Junior Toffi. Et c'est la première représentation publique de la première création du projet Agir ensemble pour grandir. Un projet qui vise à faire de l'atelier nomade une fabrique de spectacles. Les jours à venir, le monde entier pourra bien s'asseoir et observer le beau virage pris par le spectacle. Nous étions assis sur le rivage du monde. Culture du mérite à présent. On en parle avec la 5e édition du prix général Mathieu Kérékou, des trophées de mérite qui ont été remis à plusieurs acteurs des secteurs publics comme privés. L'événement a eu lieu à Cotonou. Découvrons les méritants avec Blaise Adanko et Patrick Imanvo. Assemblée générale ordinaire élective de la Fédération béninoise des associations et clubs UNESCO. Un rendez-vous d'échange et surtout de réflexion sur la culture à travers la promotion de la paix. L'UNESCO aime faire la promotion de la condition féminine. L'UNESCO aime faire la promotion de la prise en charge des couches déshéritées, notamment qui touchent au genre. Donc ce travail a été fait sur une période de 3 ans et je m'en voudrais de ne pas remercier le président Talon et son gouvernement pour tout le soutien que nous avons eu, qui nous a permis non seulement de bénéficier des subventions au niveau national avec les partenaires accrédités près l'État du Bénin, mais également à l'international par les apports financiers et matériels qu'apporte l'institution mondiale UNESCO. Des efforts louables entrepris depuis quelques années, salués ici. L'actuel président de la République, le président Patrice Talon, a choisi comme pilier important, l'un des piliers importants de sa gouvernance, de la gestion du pays, le tourisme et la culture. On doit pouvoir s'estimer heureux de se retrouver ici aujourd'hui à cette assemblée élective. Mon souhait personnel en tant que professionnel des arts et de la culture et le souhait du Conseil économique et social, c'est de lutter pour la paix, de militer pour la paix, de travailler pour la paix. Le monde artistique et culturel est bien représenté à cette rencontre. Depuis 2019, à la conférence des Nations Unies, il a été retenu que le patrimoine culturel, notamment la culture, doit être transversal à tous les domaines du savoir et principalement contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable, les 17, et surtout la question du numérique. Au thème des assises, Gabin Alognon est réélu pour présider la fédération les années à venir.
Toutes nos excuses, vous avez dû rectifier de vous-même. Il s'agissait pour le sujet précédent plutôt d'un sujet sur la culture de la paix prônée par la Fédération des associations des clubs UNESCO. Merci pour votre indulgence. Sport, on en parle. Direction Dakar. Dakar, où les rues étaient noires de monde cet après-midi, une marée humaine s'est déversée dans les grandes artères pour accueillir les Lions de la Teranga. Des milliers de supporters sénégalais se sont amassés dans les rues près de l'aéroport militaire de Dakar pour accueillir les joueurs de l'équipe nationale vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations hier face à l'Égypte. Les nouveaux champions d'Afrique ont été accueillis par le président de la République Macky Sall en personne et la classe politique sénégalaise mobilisée derrière. Les héros du foot sénégalais rentrés du Cameroun effectuent en ce moment un tour de ville pour savourer le sacre avec leurs supporters. Et puis les Sénégalais vivant à Cotonou ont vécu cette finale avec beaucoup d'émotion. Ils savourent ce premier titre continental avec beaucoup de ferveur. Jocelyne Senamou et Roger Gosset en ont rencontré quelques-uns. Seule la victoire a ce goût sucré, un sucre difficilement extrait de longues années de travail acharné par Aliou Cissé et toute sa bande. Dans le quartier Square-Beto de Cotonou, au cœur de la communauté sénégalaise, cette finale a été vécue avec émotion. Émotion forte, émotion grande. Puisque, pendant 20 minutes de jeu, aucune sélection n'a trouvé le chemin des filets. Place faite à la séance fatidique des tirs au but. Séance pendant laquelle le soutien indéfectible et les prières des Sénégalais de Cotonou ont convergé à conduire les Lions à leur premier sacre continental. Un sacre tant attendu. Nous sommes très heureux en ce moment. Il y a longtemps que nous attendions un premier sacre continental. On a essayé, 3e finale d'affilée. On attendait cette coupe depuis longtemps. Et on peut dire que du début jusqu'à la fin, on était concentrés. On a eu la frayeur, surtout au moment des prolongations. On se disait que c'est ce que l'Égypte attendait. Mais finalement, on l'a remporté. Allez Sénégal! Je suis fier d'être Sénégalais, je suis content. C'est pas chaque jour. Et puis les Égyptiens, ils vont prendre la coupe chez nous. Il faudra que, au moins, il y aura une victoire pour nous aussi. Pour que l'Afrique soit heureuse. Et vraiment, ils sont très heureux. Allez Sénégal! Au début là, vraiment, on avait un peu de tension, on avait peu. Parce que ce qu'on connaît au Sénégal, on n'est jamais parti en prolongation. Chaque match, comme on se dit, on bat avant la prolongation. On avait peu. Parce que ceux qui ont calculé l'Égypte là, ils ne jouent pas. Parce que tous les matchs, on calcule pour Tirobi. Tu vois, ça fait 2 matchs qui se plaît ensemble pour Tirobi. Donc merci, on a gagné le coup. Donc ça a été un plaisir pour le monde, pour tout l'Afrique. Ce n'est pas Sénégal seulement, j'ai dit partout le monde. Ni Bénin, partout, nous le monde aime Sénégal. Les Lions de la Teranga, champions d'Afrique 2021 de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est dans cette belle ambiance que s'achève la plus grande messe du football africain. Les yeux sont désormais rivés sur la prochaine édition en Côte d'Ivoire. Voilà, et c'est sur cette joie des supporters sénégalais vivant au Bénin et qui se prolonge dans tout le Sénégal à l'heure actuelle que prend fin ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à sa livraison. Bonsoir chez vous.